Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Pascal Messanga Nyamding, politologue et chef du département de l'intégration et de la coopération pour le développement à l'IRIC à l'université de Yaoundé 2, Pierre-Franklin Tavares, philosophe, et Madi Seidi, consultante en communication et stratégie politique. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Le classement du PNUD des pays africains par indice de développement humain, indice des Nations Unies qui étudie la santé, l'espérance de vie, l'éducation ou encore le niveau de vie. Et pour ce qui est du classement 2018, il reste sensiblement le même que les années précédentes. Plus d'un pays sur deux en Afrique subsaharienne continue d'afficher un indice faible, mais ce classement révèle néanmoins un IDH fortement contrasté sur le continent. Gladys Mwamba. Inégal développement humain sur le continent africain. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a publié le 14 septembre 2018 la mise à jour annuelle de l'indice de développement humain IDH. Plus d'un pays sur deux, situé en dessous du Sahara, continue d'afficher un IDH en deçà de la moyenne d'Afrique subsaharienne, estimée à 0,537. La distinction se fait entre les États africains qui consacrent une part importante de leurs ressources aux secteurs sociaux et ceux qui les négligent. Le problème se pose en termes d'investissement. En termes d'investissement dans les secteurs sociaux de base. Parce que le développement, c'est d'abord l'investissement dans les ressources humaines. Classé au 65e rang mondial, Maurice est le pays le mieux classé d'Afrique subsaharienne, suivi du Botswana, positionné au 101e rang mondial. Tous deux appartiennent au groupe des pays dont le niveau de développement humain est considéré comme élevé. Il en est de même pour le Gabon, malgré de fortes inégalités dans la distribution des richesses. Il faut changer cette façon de gérer nos États, nos pays. On va toujours continuer avec des gens qui viennent dans l'esprit. Je suis là au pouvoir peut-être pour m'enrichir, l'enrichissement personnel, mais ce n'est pas le développement même du pays qui les préoccupe. Les pays les plus pauvres sont aussi les plus inégalitaires et ceux où les femmes disposent du moins de droits et de choix. Avec le taux de fécondité le plus élevé d'Afrique subsaharienne, 7,2 enfants par femme, le Niger se classe au dernier rang du classement mondial de l'IDH. Alors, premier enseignement, un paysage africain en matière de développement humain fortement contrasté. Pierre-Franklin Tavares, cela montre une diversité de situations qui bat donc en brèche l'idée réductrice d'une Afrique finalement homogène. Oui, tout à fait. On a grosso modo 3 grands groupes de pays selon le classement du PNUD. On a 7 pays qui sont à un indice très élevé, 14 qui sont dans l'indice moyen et puis 32 malheureusement, qui sont au plus bas de l'échelle, ce qu'on appelle les indices faibles. Voilà, donc ça, c'est le classement de l'Afrique. Il est choquant de constater que pour les pays les moins bien classés, on a souvent, et beaucoup même, de problèmes de gouvernance. Ce ne sont pas forcément des pays pauvres, mais ce sont des pays où on peut dire où le travail est dévalorisé. Vous prenez par exemple le Congo-Kinshasa, qui est un pays riche en lui-même. Vous prenez la Centrafrique, qui est un pays riche en lui-même. Vous comparez à Maurice, qui est un pays qui, en lui-même, est pauvre. Vous prenez les Seychelles, mais la bonne gouvernance, une vision claire de la classe politique pour son propre pays, produit des résultats inéluctables. De même pour le Botswana. Professeur Messanga Nyamding. Bon, je suis un peu étonné de voir le cadre référentiel de mon estimé, je dirais, collègue. Parce qu'il nous enferme dans l'institutionnalisme, bonne gouvernance. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que les questions économiques ont été confondues aux questions de la finance. L'économie est le renvoi au bien-être. Et lorsqu'on voit cet indice de développement, il faut rappeler que l'Afrique a connu l'esclavage, une période très dure, qui a été initiée quand même par les Occidentaux, 4 siècles. Et de novembre 1884 à février 1885, l'Occident a décrété la colonisation, la balkanisation de l'Afrique.
Et cela a duré jusqu'à 1960. Je voudrais rappeler qu'il y a eu Bagdong, ne l'oublions pas, le nouvel ordre économique international, où ces États ont contesté un ordre international injuste dans des dépendances. Moi, je suis donc étonné qu'aujourd'hui, lorsque l'Occident institue en 1944 le Fonds monétaire international, instrument de domination économique, en 1945 l'Organisation des Nations Unies, je voudrais attirer votre attention qu'aucun État africain n'est membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité. En 1947, ils instituent l'ITO, International Trade Organization, qui devient ensuite l'OMC en 1995. Et qu'on vient nous dire que ça va faire marcher l'Afrique, c'est faux. Le PNUD, et je vais terminer là-dessus, le programme des Nations Unies pour le développement est un instrument de mesure et d'accompagnement de l'Afrique mis en place par l'Organisation des Nations Unies. Et à côté, en 1961, puisque le PNUD est né en 1966, ils sont venus comme ça imposer aux Africains la CUNICET, la première CUNICET 61, et on a célébré après, dans les années 68, la première décennie. Qui remet en question les organisations. Bon, alors donc je remets en cause cela. L'Afrique est pauvre parce que les autres nous prennent tout et refusent l'organisation du monde, même si les causes sont endogènes. Madi Seydi, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le professeur. Je pense qu'on devrait repenser la mondialisation. On devrait mettre en place un monde solidaire à l'image de ce qu'on a voulu faire avec les OMD. Ça a échoué. Et aujourd'hui, on nous parle des ODD. Et aujourd'hui, on nous renvoie vers l'indice de développement qui est en train de tuer nos cultures. Moi, je crois que c'est un problème anthropologique. C'est encore là, une fois de plus, une absence de solidarité internationale qui est à l'origine de cette pauvreté très forte qui a été dénoncée depuis Bagdong déjà. Madi Seydi. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand je vois ce type de classement sortir, c'est comme les chiffres du chômage en réalité. Ils sont toujours très attendus, mais toujours très décevants. Parce qu'en réalité, ça ne change pas beaucoup. Certains sortent du lot, mais la réalité de l'Afrique reste la même. Nous sommes d'accord. Est pauvre. Bravo. Globalement pauvre, alors qu'en réalité très riche en termes de ressources. Tout à fait. Et moi, le discours que je ne peux plus entendre, est-ce que c'est lié à une question générationnelle? Je pense qu'il appartient aujourd'hui aux Africains de prendre leur destin en main. Je pense que l'histoire, on ne l'effacera jamais. Elle sera la base de notre avancement. Il faut savoir d'où on vient pour pouvoir aller de l'avant. Mais tant qu'on continuera à dire, eh bien, ce n'est pas de notre faute, parce que les Occidentaux, parce qu'on nous impose, quels que soient pour moi les indices de classement, quels que soient les critères retenus, la réalité est là. L'Afrique ne se développe pas. Les inégalités sont d'autant plus criantes. Et on ne se fait pas seulement spolier par l'extérieur. Il y a aussi une question de gouvernance. Les gens sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres. Alors je pense qu'à un moment, on ne peut pas dire on est du côté des organisations internationales quand ça nous arrange et pas de l'autre. Tant qu'on ne prendra pas notre destin en main, eh ben, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, on aura encore ce débat-là. D'autres générations l'auront. Pierre-Franklin Tavares. Moi, je dirais 2 choses, cher professeur, si vous me permettez, je vous en prie, de relever le paradoxe. Oui. Sur le premier sujet, vous disiez qu'il fallait faire appel à l'aide internationale, etc. À la solidarité. À la solidarité internationale. Et puis là, sur ce dossier-là, nous assistons à une thèse inverse. Ça, c'est le premier. Solidarité internationale qui n'existe pas dans la deuxième thèse. C'est-à-dire qu'on a des institutions, vous avez raison, pardonnez-moi, comme le FMI, la Banque mondiale, le PNUD, la CUNICET, qui ne font rien et qui passent plus de temps à nous spolier. Mais monsieur, comment vous expliquez le bon classement de Cuba dans ce classement-là? Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête cela. Je vais donner 2 exemples si vous me permettez. Je vous en prie. Nous avions, parce que je viens d'une ex-colonie portugaise, en l'occurrence mes parents viennent du Cap-Vert. Du Cap-Vert, oui. Si vous connaissez l'histoire du Cap-Vert, très bien. Il n'est pas au monde, et je le répète, il n'est pas au monde de pays qui ait souffert plus que ce pays-là. C'est vrai. Mais il y a eu à un moment donné un sursaut d'une partie de l'intelligentsia, lidérée par Amilcar Cabral, qui a formé des gens qui sont convaincus que la corruption n'est pas patriotique. Et donc vous verrez dans le classement qu'il n'y a pas de corruption. Et donc ils sont tout simplement passés avec un PIB au sortir de la colonisation à $200 par tête d'habitant, à $4000 avec un niveau équivalent à peu près au Maroc. Non, il faut arrêter ce genre de discours. Tout dépend de la classe politique. À Cuba, ça s'est passé. Au Cap-Vert, ça s'est passé. Au Botswana, ça se passe comme ça. Au Nigeria, c'est un peu plus compliqué, qui est 100 fois plus riche. En RDC, qui est 100 fois plus riche. Au Cameroun, c'est pareil. Tant que les Africains eux-mêmes ne voudront pas écrire leur propre histoire, dans les larmes et dans le sang quand c'est nécessaire, dans la joie et la tranquillité quand ça advient, monsieur, on ne va pas s'en sortir. Il faut que nous ayons des États viables.
Hein. On ne peut pas déléguer sans cesse. Hein. Et le classement est plus pour nous une alerte. Cela doit nous choquer moralement. Oui. Les hommes politiques africains doivent se choquer quand ils entendent ça. Mais moi, je voudrais vous dire pourquoi je ne suis pas choqué concernant les Africains quelque part, parce qu'on a quand même eu des héritages rationnels initiés par des économistes du développement, comme Tunjan Pomi qui a posé le problème de la monnaie, comme Cheikh Anta Diop qui a posé le problème de l'unité culturelle. Et c'est un fait qui nous ont amenés à voir comment ceux qui ont voulu prendre certaines initiatives, un certain nombre d'initiatives, à l'effet de relever l'Afrique, ont été assassinés. Je vois très récemment l'assassinat de Mohamed Kadhafi, qui quelque part nous a conduit vers une forme d'autonomie qui nous tournait déjà vers l'unité de l'Afrique. Je voudrais quand même qu'on n'ait pas la mémoire courte. Et pour ce seul point, permettez-moi, et je suis là-dessus, permettez-moi, je vais vous dire, non, je vais vous dire pourquoi. Et pour prendre votre destin en main, il faudrait qu'on vous donne un certain nombre d'instruments pour que vous le fassiez. Alors permettez-moi de chuter. Alors on va laisser terminer le Vous me laissez terminer, et puis sinon on ne va plus se comprendre, monsieur. Regardez, lorsque l'Europe sort de la seconde conflagration mondiale, pour relancer l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu un plan Marshall. Alors vous croyez que du jour au lendemain, avec l'esclavage, on vous dépouille de toutes vos ressources. Regardez la Caraïbe aujourd'hui, ce sont les Africains qui sont là-bas. Et puis quelques temps après, vous êtes victime de la colonisation, on vous dépouille de tout. On vous exploite les ressources. Et du jour au lendemain, on vous dit que vous allez vous arrimer à la Banque mondiale, au FMI, des structures qui sont nées avant qu'on ait juridiquement le statut d'État. Vous allez vous relever. Écoutez, prenez bien conscience que tant que l'Occident, dans sa solidarité, j'ai bien suivi les travaux de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, tous les chefs d'État africains ont dit plus de solidarité. Faites sauter au moins la dette, donnez la possibilité à ces États de se relever. Mais je n'exclus pas, et ça, cher monsieur, la main sur le cœur, vous n'avez pas tort, les questions de gouvernance posent problème, mais en réalité, le destin de l'Afrique, malheureusement, est tenu ailleurs par des oligarchies qui veulent toujours, en Occident, donner l'impression que nous sommes faits pour être essentiellement esclaves. Et c'est inacceptable. Je vais juste répondre là-dessus. Oui, je vous en prie. Pour moi, tous ces types d'arguments sur l'esclavage et le colonialisme sont, pardonnez-moi, cher professeur, de la paresse intellectuelle. Tous les peuples au monde ont souffert. Regardez la Chine. Regardez l'Europe dévastée. La Chine n'a jamais été colonisée en tant que telle. Mais vous savez pourquoi le Parti communiste est arrivé au pouvoir. Non, allons-y dans les exemples. Moi, je vous réponds scientifiquement. Et la Chine n'a jamais été esclave. Les Chinois n'ont jamais été dépouillés de leur culture. Je crois que vous ne voyez pas la gravité de ce que vous êtes en train de dire. Monsieur, non, lorsque vous pensez qu'un peuple, une race, qui a été dépouillée de sa culture totalement, avec des êtres humains déportés, vous dites que ce n'est rien, je trouve que c'est très grave. Je vais vous répondre très simplement. Oui, répondez-moi sur l'exemple que je plutôt. disais. Ne me répondez pas simplement, mais répondez-moi rationnellement. Alors, la réponse de Pierre Tavares. Permettez-moi juste une réponse. Je ne crois pas qu'il faille nécessairement prétexter de sa culture, et c'est un grand interprète de Cabral qui vous parle. Je ne crois pas que c'est cela qui est fondamental. Regardez bien lorsque la Chine a voulu prendre son destin en main, il y avait un grand débat. Mao Tse-tung a lâché Confucius, il a pris Marx. C'est très simple. Parfois, et dans le monde, ça se passe comme ça. Tous ceux qui prétextent trop de leur culture, des cultures faibles, et souvent quelquefois impotentes, ne peuvent pas aller sur la scène internationale pour se battre. Je ne demande que ça. Il n'y a pas plus japonais qu'un japonais. Pourtant, le bien Japon, soutenu par les Américains. Oui, mais battu d'abord et en plus soutenu. Ah oui, mais c'était l'objectif d'Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima et Nagasaki, c'était la discipline. Pardonnez-moi, Madi Saïdi voudra intervenir depuis tout à l'heure. Oui, je vous en prie, madame. J'ai peu de mots d'ailleurs pour qualifier ça. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit générationnel. Moi, j'ai un vrai problème lorsqu'on dit que les Africains ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Pour moi, ce n'est pas possible. Il y a une réalité. Et je pense qu'il appartient aussi aux Africains de sortir des postures idéologiques. Nous sommes d'accord. Il faut sortir des postures idéologiques. Tant que les Africains resteront dans la posture idéologique, ils n'avanceront pas. À un moment, c'est des actes. Et moi, je pense que dire qu'un Africain n'est pas capable, parce qu'il était dépossédé, combien de pays sont nés il y a 60 ans comme nous? Pourquoi sont-ils aujourd'hui développés? Il faut une vraie volonté. Et son destin, il n'est pas dans la main des Américains, il n'est pas dans la main des Occidentaux. Son destin, on l'arrache et on le construit. Et je trouve que trop d'Africains sont nombreux à vouloir trouver... C'est terrible, hein, mais c'est comme ça que je le pense profondément. Non, je vous comprends, madame. Des excuses.
l'excuse au sous-développement, l'excuse au manque de moyens, l'excuse qui nous empêche d'émerger. Comment on peut expliquer qu'il y a des pays qui, il y a encore 50 ans, 60 ans, c'était des déserts? Et à un moment se pose clairement la question de la gouvernance. Je vais vous répondre. Le jour où on sera capable, nous en tant que citoyens, de rappeler alors ceux qui nous gouvernent, quand ça ne fonctionne pas, on leur dit non, on ne veut plus de vous, vous dégagez. On en met d'autres qui sont capables, on fera quelque chose. Comment on peut expliquer que des pays comme le Congo, qui sont riches en termes de ressources minières et autres, aujourd'hui n'arrivent pas à se développer? Je trouve que ça, c'est des excuses. Alors, je suis désolée de le dire avec autant de franchise. Oui. C'est comme ça que je le pense. Le destin des Africains appartient aux Africains. Le jour où les Africains seront prêts à réécrire leur storytelling, à se la réapproprier, l'Afrique sera un autre continent. Mais encore faut-il le vouloir. Bien. Alors, madame, si vous voulez que l'Afrique soit un autre continent, vous n'allez pas, comme vous l'avez d'ailleurs bien dit, que occulter la réalité. Lorsque Kwame Nkrumah est renversé, assassiné, ou Thomas Sankara est tué, et très récemment Kadhafi, je pense que vous occultez cela. Je reviens sur quelque chose d'essentiel. L'Europe a bénéficié d'un plan Marshall. Il est clair que si vous allez vous lever un matin et croire que l'Afrique va se relancer parce que nos gouvernants sont ce qu'ils sont, vous allez vous tromper. Je termine sur une autre démonstration. Mais regardez aujourd'hui l'Afrique centrale, la CEMAC. La CEMAC, c'est quoi? Lorsque vous venez nous dire non, faut se prendre en charge. L'ancêtre historique de la CEMAC, c'est l'AEF, l'Afrique équatoriale française, qui est devenue à un moment donné l'Union douanière équatoriale en 1959. En 1964, l'Union douanière des États de l'Afrique centrale, et avec les accords de N'Djamena, cette affaire est devenue aujourd'hui la CEMAC, qui est une espèce de giron de la France. Et à côté, vous avez la CAC, qui est un pays à part, une zone à part, avec les anciens pays colonisés par la Belgique. Comment vous pouvez venir parler de la mondialisation et du développement de l'Afrique et ignorer ces contraintes? Ces contraintes sont là. Et comment vous pouvez penser que des pays... Prenez le cas des pays de la CEDEAO. La CEDEAO, l'ancêtre de la CEDEAO, c'est quoi? C'est l'Afrique occidentale française qui est devenue la CEDEAO et la CEDEAO. Et qui se battent tous les jours pour retrouver ne serait-ce que leur unité monétaire. Savez-vous que dans la même zone africaine, du point de vue institutionnel, et je termine là, madame, on a aujourd'hui un gros problème parce que la monnaie qu'on utilise en Afrique centrale, à la banque, à la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, ou dans la zone UMOA, Union monétaire des États ouest-africains, ce n'est pas le même CFA qu'on utilise partout, ce n'est pas sérieux. Ça s'appelle le néocolonialisme. Vous voulez décrier cela? Oui, parce que on sait qu'à un moment donné, nous qui avons été formés en Occident, y compris moi, mais j'ai fait ma rupture épistémologique, vous ne voulez plus qu'on en parle, parce que vous vous mettez dans des logiques institutionnelles et de programmation de développement. Non, moi je dis non, tout le contraire. je dis que l'Afrique a besoin de deux choses. Je chute, monsieur. Permettez-moi de chuter. Un, la question de la dette, c'est un goulot d'étranglement. Il faut supprimer cette affaire. Et de deux, aujourd'hui, il faudrait aussi un plan Marshall à l'effet de relever l'Afrique, quitte à ce qu'à terme, cette Afrique soit unie. Mais moi, je crois que c'est ça la solution. On ne viendra plus nous dire le PNUD a dit ceci, la CUNICEF a dit cela. Moi, je suis dans des amphis en Occident et en Afrique. Je crois qu'il faut enfin qu'on ait le courage de le dire. Alors, très bien, pardonnez-moi, je ne vais pas vous interrompre. On va continuer ce débat, mais on va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.